Bonjour à tous, voici la deuxième partie de mon top 10 des vieux films découverts cette année. Alors, je vous rappelle le pourquoi déjà de la vidéo, c'est que la chronologie n'a plus vraiment de l'importance parce que maintenant il y a les plateformes et qu'il y a les DVD, il y a les Blu-ray, donc on est toujours capable de découvrir des films, même 40 ans, 50 ans, si ce n'est pas 100 ans après. Ces films-là comptent, donc c'est bien de les citer, et c'est aussi une manière de parler de cinéphilie en général. Donc aujourd'hui, c'est mes 5 premiers, et j'espère que je vais faire moins long que la vidéo précédente, parce que j'ai quand même fait 20 minutes sur des vieux films, et c'est cool, parce que c'est pour les mettre à l'honneur. Et alors j'ai préparé... Ah, excusez-moi, j'ai fait un plan cassé. J'ai préparé mes fiches pour pas dire trop de bêtises, mais bon, bien entendu, il y a de grandes chances que j'en dise. Par contre, n'hésitez pas, à me dire sur la vidéo les films que vous avez découverts cette année. Euh, Français, italien, américain, asiatique. Là, on est quand même... oui, on va voyager là encore. Donc ça, c'est cool. Euh, je remercie les gens qui m'ont soutenu pour la dernière vidéo, ça a bien marché. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Arte la dernière fois, et là je fais peut-être moins parler, mais étonnamment je vais parler d'un autre éditeur qui a un peu ma considération, c'est Sidonis Calista, parce que je crois qu'il y en a deux. Et c'est bien aussi de soutenir les, euh, les éditeurs, parce que grâce à eux, on peut découvrir des films que peut-être on ne verrait pas ailleurs. Et on va de suite commencer par L'Homme de l'Arizona, alors c'est le numéro 5. Rappelez-vous, j'ai fait le numéro 10 jusqu'au numéro 6, donc on commence par le numéro 5 aujourd'hui, avec L'Homme de l'Arizona de Bud Botiker. Alors j'ai souvent parlé de Bud Botiker, j'ai une passion pour Bud Botiker. C'est un type qui a fait 7 films avec Randolph Scott, et dans les 7 films, il y en a un de pas bon, un de moyen, et le reste, c'est que des chefs-d'œuvre. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et dedans, dans les chefs-d'œuvre, il y a L'Homme de l'Arizona de Bud Botiker. Alors, L'Homme de l'Arizona, normalement, chez Bud Botiker, ça commence de suite. Pas de palabre. On va de suite à l'essentiel. Un décor, une situation, peu de dialogue, l'histoire entamée. Alors que là, étonnamment, et c'est peut-être pour ça aussi que le film est intéressant, ça prend son temps. Pourtant, le film fait 1h20, hein, Bud Botiker n'a jamais fait long. Donc, c'est l'histoire d'un cow-boy qui va faire ses courses pour son ranch. Il passe par un relais, un diligence relais, je sais pas comment ça s'appelle, une station où les relais peuvent s'arrêter. Et il va faire ses courses. Il a promis à un gamin de lui acheter des bonbons, des sucres d'orge. Il a un problème avec son cheval en cours de route. Il se trouve qu'il est du coup obligé de prendre la diligence. La diligence, au retour, s'arrête au relais. Et là, il y a des cow-boys, des bandits qui ont pris le, euh, la station, qui ont massacré tout son personnel et qui vont essayer de cambrioler la diligence. Voilà. Alors là, quand je vous raconte ça, je vous ai déjà raconté 40 minutes, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film commence de manière assez joyeuse. Il y a même des trucs très drôles où Randolph Scott a un caillou dans la chaussure, il est obligé de faire signe à la diligence, personne ne le voit. Il y a des petits trucs, c'est vraiment, ça se joue à des détails près. Et puis surtout, il y a une manière de montrer la violence comme rarement, parce que tout est suggéré, rien n'est montré. Mais alors, ça nous renvoie des images dans la tête assez fortes. Et c'est un des plus violents des Bud Boutiqueurs que j'ai vu. C'est un des celui qui fait le plus mal, et pourtant on voit rien. C'est tout le génie du réalisateur.
Et vraiment, Randolph Scott, dedans, il est face à... Parce que ce qui est toujours intéressant dans les Boutiqueurs, c'est le méchant. Euh, on a pu voir Lee Van Cleef, on a pu voir Lee Marvin, on a pu voir James Best en face de lui. Là, il a Richard Boone, qui est une vraie trogne de cinéma. On peut oublier aujourd'hui, mais Richard Boone, bon, il a joué que des méchants, ou les héros, mais un peu bizarres dans euh, Rio Concho de Gordon Douglas. Mais c'est vraiment une tête, c'était un chanteur de country. Et là-dedans, eh ben, il est aidé par Henri Silva. Donc, ce qui est aussi une tête, un visage, euh, un second rôle qui va compter. Il va être le roi des méchants dans les Policiers Tesco. Mais là, il démarre juste sa carrière et vraiment son visage, ben, déjà, on sait de suite que c'est le mal, quoi. Et il va jouer un tueur spécialiste du fusil, assez impressionnant. Donc, le numéro 5, L'homme de l'Arizona, il est sorti chez Sidonis Calista. Eh bien, je vous le conseille vivement. Il y a toujours des bonus de Tavernier et de Patrick Brion dedans, et ça fait toujours plaisir de les voir. Donc, je vous conseille vivement. Donc, ça, c'est le numéro 5. Le numéro 4. Alors là, on revient sur Arte, et je pense que vous pouvez toujours les voir actuellement. Ils ont décidé de passer 10 films de Yujiro Ozu, grand réalisateur japonais. Je n'avais jamais vu un film de Ozu. Et pour le moment, j'en ai vu 5. Et à chaque fois, ça me renverse. Et le plus beau, quand même, le considéré comme un chef-d'œuvre à juste titre, hein, comme même l'un des plus beaux films de tous les temps, hein, Voyage à Tokyo. Alors, Voyage à Tokyo, c'est l'histoire d'un vieux couple qui habitent en campagne et qui décident d'aller voir leurs enfants à Tokyo. Et quand ils arrivent chez ces enfants, mais les enfants sont très occupés et les parents les ennuient un peu. Donc ils vont les trimballer de maison en maison, mais les parents, ça les dérange pas, ils sont toujours contents. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est de revoir leurs enfants. Et puis au retour, je n'en dirai pas plus, 3 petits points de suspension, mais on va sortir les mouchoirs, on risque de pleurer, et tout ça grâce à, à la mise en scène de Ozu, parce que plan fixe, un sens du montage et de l'ellipse incroyable, euh, des acteurs qu'on retrouve souvent d'un film à un film, qui sont absolument merveilleux. Alors c'est comme disait Jean-Baptiste Torre, c'est filmé au bord du tatami. Et là, on est dans le mélo, mais pas du tout larmoyant, c'est pas du tout le genre. On est dans la bienveillance, on est dans la gentillesse, on est... Ozu a beaucoup filmé le bonheur, ce qui est étonnant dans le cinéma. Et la fin, elle est déchirante. C'est un film sur la vieillesse, sur la mort, et sur les enfants qui sont parfois des sacrés salopios. Donc vous pouvez le voir sur Arte actuellement, sur la plateforme, mais vous pouvez les acheter chez Carlotta. Je pense que vous les trouverez toujours facilement. Et tous les autres films pour le moment que j'ai vus de Ozu sont des merveilles. On peut aller... Et c'est toujours superbement réalisé. Il n'y a pas un plan de trop, il n'y a pas de gras. Voilà, c'est impressionnant. Donc le numéro 3, film politique et film sorti chez Artus. Donc je suis content de parler d'Artus, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Et cette année, ils ont sorti un coffret Damiano Damiani. Dedans, il y avait 3 films. Alors il y avait Goodbye Amen, il y avait Nous sommes tous en liberté provisoire et Comment tuer un juge. Et là, je vais parler de Nous sommes tous en liberté provisoire, qui est un film sur la prison. La prison en Italie et la prison comme parabole de l'Italie de l'époque. Et c'est un film d'une dureté, d'une âpreté, d'une violence assez incroyable. Alors, dedans, on peut retrouver Franco Nero. Et on peut retrouver aussi Riccardo Cucchella, je crois qu'on le prononce comme ça. Riccardo Cucchella, c'était le Vanzetti, oui, je crois, ou le Sanco, je le confonds toujours, dans le film Sacco et Vanzetti. Et lui, un grand acteur aussi.
un héros dedans est absolument étonnant, parce que pas du tout héroïque, mais le vrai lâche, le vrai fumier de base, qui est architecte et qui se retrouve en prison parce que il n'a pas construit dans les normes et voilà. Lui, il est juste là, pas pour longtemps, mais bon, il est obligé de côtoyer des salopards, des pédophiles, des tueurs en série, la mafia. euh, bah, du coup, lui, il va devoir se battre contre ça à sa manière, avec les petites armes qu'il possède. Ça donne un film assez violent, assez dur, assez pas gentil, pas agréable à regarder. Mais des fois, c'est des films chocs comme on en fait très très peu. Et ouais, c'est une vraie découverte. Alors par contre, là, le film, difficile à voir parce que le coffret, je crois qu'il est sold out. Mais à vérifier quand même, hein, on sait jamais, ils ont pu retirer des coffrets. C'était quand même des coffrets à 49 € et trois films. Et trois films tous de très très belle qualité, trois grands films. Et c'était une manière de découvrir un réalisateur absolument exceptionnel qui s'appelle Damiano Damiani. Donc, Chartus, vous pouviez voir, nous sommes tous en liberté provisoire de Damiano Damiani. Donc, on passe au numéro 2. Et là, alors là, j'ai découvert ce Studio Canal dans je cherche une collection sur les années 70. C'est Jérôme Voibon qui s'en occupe. Il sort trois films, je crois, tous les trimestres. Et il y a en septembre, octobre, il y avait Le Secret. Le Secret de Robert Enrico, avec Philippe Noiret, Jean-Luc Trintignant et Marlène Jobert, musique Ennio Morricone, que du bon. Et c'est vraiment un film, comment dire, là aussi c'est un film qui est pas tendre, qui fait mal, et qui raconte l'histoire d'un homme qui s'évade d'un endroit, on ne sait pas si c'est un laboratoire, une prison, un hôpital, on ne sait pas vraiment. Le lieu est indéfini. Il s'évade, il se réfugie dans une maison en pleine campagne. Il est reçu par un journaliste gauchiste et sa femme, Noiret Jobert. Euh, L'un le croit, Noiret, l'un le croit pas, à savoir s'il est fou, à savoir c'est un tueur, à savoir si parce que le Trintignant dit qu'il a vu des choses, on ne sait pas quoi. Il a vu des choses, que ça ne plaît pas à l'État et que l'État le recherche. On ne saura jamais quoi. Et on est en plein thriller paranoïaque. Euh, on est parfois à la limite de l'abstraction, donc je dirais à la limite du fantastique. Et le film est déchirant. Et le final est... vous en met une bien sur la tête. J'ai pas choisi des films joyeux. Il n'y a pas de comédie dans mon top 10. C'est bien dommage. Et un jour, il va falloir que je parle un peu plus de comédie parce que souvent mes films sont sérieux. Mais en tout cas, la musique de Morricone est sublime. Les acteurs sont incroyables. Il est difficile de savoir le vrai du faux. Et il y a une vraie maîtrise de Robert Enrico. Souvent sous-estimé Robert Enrico, mais c'est quand même un réalisateur étonnant. Alors, Le Secret était un échec, mais après il va faire un énorme succès avec Le Vieux Fusil. Et c'est étonnant parce que j'ai réfléchi après avoir vu Le Secret que il a fait trois films avec Noiret. Les trois films, ça parle. Alors, 2 secondes, vous bouchez-vous les oreilles. Hein, ça parle de la mort de sa femme pendant trois films. J'en dis pas plus. Et vous pouvez vous déboucher les oreilles, mais voilà, j'ai un peu spoilé, c'est pas gentil. Mais voilà, c'est presque une trilogie. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'était conscient ou pas. Mais Pile ou Face, Le Vieux Fusil, Le Secret pourrait être une trilogie avec Noiret. Et voilà, je ne le répéterai pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, c'est passionnant de bout en bout. Et le premier,
le premier, qui va peut-être vous étonner, parce que j'ai 51 ans, et des fois, à 51 ans, eh ben, on a peur de voir certains films, et on met du temps à les voir. Et du coup, bah, cette année, j'ai découvert Le Justicier dans la ville, avec Charles Bronson, et réalisé par Michael Winner. J'avais des appréhensions, j'avais peur de l'aspect craspec, je sais pas. Pendant longtemps, j'ai tourné autour sans vraiment le regarder. J'ai vu le 2, le 3, euh, le 4 avant de voir le premier. Et le premier est sans nul doute le meilleur, bien entendu, puisqu'il pose un problème de base, c'est-à-dire Paul Kersey, je crois, le personnage de Charles Bronson, a sa fille violée et sa femme est assassinée, massacrée. Et la police va avoir du mal à arrêter les coupables, ils vont pas les arrêter. Et lui, il a du mal à faire son deuil. Donc il va aller en plein Texas, et là il va découvrir que les gens ont tous des armes et que ils sont pas embêtés comme ça. Donc il retourne à New York, et le personnage va se promener la nuit à la recherche de proie mais d'abord il veut se faire agresser, et quand il se fait agresser, il tue les bonhommes. Et donc c'est un film sur la folie, parce que Paul Kersey n'est pas le vengeur comme on l'a souvent dépeint. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le voir, parce que moi je pensais que c'était un type qui dégommait tout ce qui passait sur tout ce qui bougeait devant lui. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un type qui devient fou, il ne comprend plus dans le monde où il vit, il le comprend plus. Et honnêtement, Bronson n'est pas le plus grand acteur du monde. Mais là-dedans, il arrive à donner une émotion, un charisme, et surtout, on se rend compte que voilà, il a un grain, et que le type est pas tout à fait bien dans ses baskets. Ça fait un portrait de plus ambigu qu'il n'y paraît. Plus on est moins dans le, c'est pas du tout comme le 3, où le 3 là il se venge et ça devient la fête, mais c'est presque une comédie. Le 3, le 2 est immonde, le 2 était vraiment immonde et vraiment dégueulasse, c'est pas un bon film. Le 4 c'est banal, et le 5 j'en parle même pas, mais le 1 c'est un film à voir pour le côté craspec, mais aussi très sur la réflexion de ce qu'est avoir peur dans une ville qu'on ne comprend plus. C'est un film qui pourrait être montré aujourd'hui, on aurait le même problème, on aurait les mêmes préoccupations seraient les mêmes, et on pourrait le mettre en France. C'est un film qui pourrait être maintenant se passer en France. Donc c'est un film passionnant de bout en bout. Donc là c'est sorti chez Sidonis Calista. J'ai acheté le coffret, je crois, au moment du Black Friday, donc on peut maintenant trouver les 5 à très peu cher. Mais honnêtement, le 1 et le 3 vaut le coup. Alors le 1 parce que c'est un vrai film intelligent, sérieux, réflexif, et le 3 c'est porte un whack, mais devient jouissif. Le 2 et le 3 et le 5, le 2 et le 4 sont nuls. Voilà, donc j'ai fait mon top 5. Alors mon top, je vous le répète: Un justicier dans la ville. En 2, Le secret de Robert Enrico. En 3, attendez, en 3, Nous sommes tous en liberté provisoire. En 4, Voyage à Tokyo. En 5, et vous voyez, quand j'ai pas mis mes papiers jour, L'homme de l'Arizona de Bud Buttigieg, voilà, ça va mieux. J'ai eu et voilà. 5 films très différents les uns des autres. Et je pense que ça peut être intéressant que j'en refasse une fois par an, de faire les top 10 des films que j'ai découverts. En tout cas, j'ai fait aussi long que la première vidéo, je m'en excuse. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur cette chaîne. À bientôt.